Vous écoutez On lit pour vous. L'Australie construit plus vite avec l'aide du Québec. Une chronique de Maxime Bergeron parue le 6 juillet 2026 dans la presse. Voilà une annonce qui fera rêver bien des jeunes familles. Le gouvernement Fréchette s'engage à investir 1 milliard pour faire pousser des dizaines de quartiers de maisons préfabriquées partout au Québec. La majorité des habitations coûterait moins de 350 000 $, une rareté de nos jours. Cette promesse dégage un parfum électoraliste, on s'entend. Les jeunes des régions et des banlieues, qui peinent à accéder à la propriété, seraient les premiers à en bénéficier. Une cible de choix pour la Coalition Avenir Québec, CAQ. Tout de même, le besoin est réel. Une trentaine de villes ont manifesté leur intérêt depuis que la presse a ébruité ce projet de quartier abordable début mai 2026. Québec laisse miroiter des mises en chantier expéditives, peu importe l'issue du scrutin d'octobre. Mais quel terrain serait le plus propice à un décollage rapide? Les moins contaminés? Les mieux desservis par les écoles et les hôpitaux? Les moins susceptibles d'être inondés? Gros travail de débroussaillage à l'horizon, de Gaspé à Shawinigan. J'ai visité un État où toutes ces données cruciales sont accessibles en quelques clics. La Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Vous avez peut-être entendu parler des jumeaux numériques. C'est un concept assez ancien, utilisé par la NASA dès les années 1960 et par plusieurs industries depuis. En gros, il s'agit de créer une réplique virtuelle d'un objet X ou Y pour tester différents scénarios. Plus on insère de données fiables dans le jumeau, plus les simulations sont réalistes. Hydro-Québec, par exemple, s'en sert pour évaluer la solidité de ses barrages en fonction d'événements climatiques extrêmes. Des villes et des États ont aussi créé leurs jumeaux ces dernières années. L'Australie est très avancée dans ce domaine. C'est ce qui m'a incité à parcourir 17 000 kilomètres jusqu'à Sydney l'hiver dernier. La Nouvelle-Galles du Sud présente plusieurs similitudes avec le Québec. Sa population, 8,6 millions d'habitants, est proche de la nôtre. Les deux États partagent une tradition bureaucratique lourde et sclérosante. Beaucoup d'agences qui travaillent en double, en triple, en quadruple. La Nouvelle-Galles du Sud a mis un coup de hache dans ce bordel. En 2018, elle a décidé de centraliser une montagne d'informations au sein d'une seule entité, New South Wales Spatial Services. Rien à voir avec l'exploration de l'espace. Cette agence vieille de 200 ans concoctait autrefois des cartes papier. Plus maintenant. Son nouveau mandat est clair. L'agence a regroupé environ 11 000 jeux de données provenant de 350 sources publiques et privées. Elle a aussi colligé de nouvelles informations sur le terrain. Tout ça a été passé dans un broyeur numérique pour créer un jumeau de l'État entier. Toutes ces données imaginables sur le territoire ont été rassemblées en un seul lieu. Pensez au cadastre, au réseau électrique, à l'aqueduc, à la composition des sols, à l'emplacement des minéraux critiques, aux zones à risque d'inondation ou de feux de broussailles. C'est devenu la source fiable de l'État. Objectif de l'exercice, gagner en efficacité. Comment? En perdant moins de temps à chercher, ou pire, à recalculer des données déjà existantes dans un recoin de l'appareil étatique, m'a expliqué Garrett Carter, directeur de la gestion des mesures d'urgence de l'agence, en entrevue à Sydney. L'une des priorités de notre gouvernement est le logement, a-t-il dit. Dans ce contexte, l'immense avantage du jumeau numérique est d'accélérer le processus de planification afin de passer de l'étape de la conception à celle de la construction dans un délai beaucoup plus court. Cette centralisation de l'info présente des bénéfices évidents. Garrett Carter m'a parlé de projets qui ont gagné en vélocité, comme le quartier de Bradfield, en construction près du nouvel aéroport de Sydney. Mais le gouvernement a voulu rendre ces données encore plus accessibles, au plus grand nombre.
Il a mandaté en 2021 le géant montréalais de l'ingénierie WSP pour créer un outil numérique baptisé LandIQ. Damien Cutcliffe, directeur du projet chez WSP, m'a détaillé son fonctionnement en entrevue dans les bureaux australiens de l'entreprise. Pour imager la chose, on peut voir le jumeau numérique créé par l'État comme un socle et LandIQ comme le prochain palier. Les caractéristiques de 8 millions de terrains de l'État ont été passées à la moulinette, puis vulgarisées. Elles ont ensuite été intégrées à la plateforme. Les municipalités et les promoteurs privés ont maintenant accès à cette mine d'or de données. Elles peuvent escamoter des étapes dès les balbutiements d'un projet, comme les analyses de sol, puisque les infos sont déjà disponibles. Ce qui pouvait prendre 6 mois prend maintenant quelques jours, m'a résumé Damien Cutcliffe. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a injecté environ 30 millions dans le projet. Il croit pouvoir bientôt récupérer son investissement grâce à des économies estimées à 15 millions par année. Moins de paperasserie, moins de dépenses. WSP tente pour sa part de vendre des licences de LandIQ ailleurs en Australie et dans le monde. Le gouvernement de l'Ontario, entre autres, s'y intéresse. Ce qui me ramène au Québec. Il est possible, de toute évidence, de gagner en efficacité au moment de construire de nouveaux quartiers, qu'il s'agisse de maisons préfab ou de logements sociaux. Possible aussi de dilapider moins de ressources en analyses de toutes sortes, souvent redondantes. L'exemple australien, réalisé par une firme québécoise, me donne un peu d'espoir. C'était « L'Australie construit plus vite avec l'aide du Québec ». Une chronique de Maxime Bergeron parue le 6 juillet 2026 dans la presse. Les cartes de crédit qui rapportent vraiment. Un texte de Sylvie Lemieux paru le 18 juin 2026 dans Bel Âge. Remise, récompense, privilège voyage. Encore faut-il savoir décoder les offres des différentes cartes de crédit. Tour d'horizon des options les plus avantageuses selon votre profil. Une carte de crédit peut faire plus que faciliter les paiements. Bien choisie, elle permet de récupérer une partie des dépenses, de financer des voyages ou de réduire certains coûts courants. Voici comment s'y retrouver parmi les quelques 200 offres du marché. Les cartes de remise en argent, avantages et fonctionnement. Dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat, les cartes à remise en argent suscitent un intérêt accru. Les consommateurs cherchent davantage à économiser au quotidien sur des dépenses courantes, constate Marie-Ève Leclerc, directrice du contenu web chez Milsopédia, qui a récemment publié la 5e édition de son palmarès des meilleurs programmes de fidélité, cartes de crédit et comptes bancaires au Canada. Elles permettent de récupérer un pourcentage des achats sous forme de crédit appliqué au solde ou versé dans un compte. Le choix des experts. Au palmarès 2026 de Milsopédia, la carte dividende CIBC Visa remporte le titre de meilleure carte de remise en argent sans frais annuels. Elle offre 2 % de remise sur l'épicerie et 1 % sur les transports, essence, recharge de véhicules électriques, les restaurants et les paiements récurrents admissibles, ce qui procure une rentabilité immédiate sur les dépenses quotidiennes. Pour les personnes qui acceptent de payer des frais annuels de 120 $, la carte CIBC Dividende Visa Infinite bonifie son offre avec 4 % de remise sur des achats d'épicerie, d'essence ou de recharge électrique, 2 % sur les transports, les restaurants et le paiement de factures périodiques et 1 % sur tous les autres achats sans limite.
Elle est l'option de remise en argent la plus fiable du marché. L'une de ses principales caractéristiques est la flexibilité de remboursement. Elle permet des remboursements à tout moment par tranche de 10 $ seulement, explique Natasha Macmillan, directrice commerciale principale chez RateHub.ca, une plateforme qui propose notamment un comparateur des meilleures cartes de crédit au Canada. Pour les consommateurs qui préfèrent la simplicité absolue, la carte SimplyCash Preferred d'American Express offre 4 % sur l'épicerie et l'essence et 2 % sur tous les autres achats sans limite. Selon Natasha Macmillan, elle est idéale pour les consommateurs qui souhaitent bénéficier de récompenses simples ainsi que de rendements constants dans toutes les catégories sans avoir à réfléchir à une stratégie d'échange. Les critères à surveiller. Marie-Ève Leclerc insiste sur l'importance de comparer les taux de remise selon les catégories de dépenses en les alignant sur ses propres habitudes de consommation. Une carte avec remise sur l'essence n'a guère d'intérêt pour quelqu'un qui ne possède pas de voiture ou qui en loue une à l'occasion. En cas de frais annuels, il faut vérifier que les remises accumulées dépassent le coût de la cotisation. Attention également au plafond de dépenses. Certains taux avantageux ne s'appliquent que jusqu'à un certain montant, après quoi les remises diminuent. Les cartes voyage. Pas seulement pour les grands voyageurs. Les cartes de crédit voyage demeurent populaires en particulier auprès des consommateurs qui souhaitent maximiser la valeur de leur déplacement. Mais elles ne s'adressent pas uniquement aux globetrotters. Bien utilisées, elles peuvent aussi rendre les voyages occasionnels plus avantageux et plus confortables. Ces cartes séduisent avant tout par leur programme de récompense. Chaque achat génère des points, souvent bonifiés pour les dépenses de voyage, d'épicerie ou de restauration, échangeables contre des billets d'avion, des nuitées d'hôtel ou des locations de voitures. Le choix des experts. Milsopedia couronne la Mastercard World Elite de la Banque nationale comme meilleure carte pour les voyageurs, citant un équilibre entre crédit voyage annuel, assurance et protection médicale. Elle donne accès à des espaces VIP dans plus de 1300 aéroports ainsi qu'au Salon Banque nationale à l'aéroport Montréal-Trudeau. À noter que la couverture médicale d'urgence est modulée selon l'âge. 60 jours pour les moins de 55 ans, 31 jours pour les 55 à 64 ans, 15 jours pour les 65 à 75 ans. Pour un couple qui voyage 1 ou 2 semaines par an, cette protection peut éviter l'achat d'une assurance individuelle séparée, note Marie-Ève Leclerc. Pour les voyageurs qui se déplacent sans se lier à une compagnie aérienne spécifique, la carte Visa Infinité TD Class Ultime Voyage est une option recommandée par Natasha Macmillan. Les points peuvent être échangés contre des vols, des chambres d'hôtel, des locations de voitures et bien plus encore via Expedia pour TD par tranche d'$1 seulement, précise-t-elle. Avec un crédit voyage annuel de 100 $, 4 accès au salon d'aéroport et une couverture médicale d'urgence pouvant atteindre 2 millions de dollars, elle offre aussi une protection étendue pour des frais annuels de 139 $ offerts la première année. Pour ceux qui recherchent une expérience premium, Milsopedia désigne la carte Platine American Express comme le meilleur produit haut de gamme pour les voyageurs les plus exigeants. Elle donne accès à plus de 1400 salons d'aéroports et à des statuts élites dans des chaînes hôtelières partenaires. Elle se démarque également par une grande flexibilité d'utilisation des points échangeables contre des vols, des séjours hôteliers ou le remboursement d'achats de voyage. Avec des frais annuels de 799 $, elle s'adresse avant tout aux grands voyageurs. Les critères à surveiller.
Un élément qui mérite une attention particulière au moment de choisir une carte de voyage. Les frais en devises. Plusieurs cartes ajoutent environ 2,5 % aux achats effectués à l'étranger. Une carte qui élimine ces frais permet d'économiser immédiatement sur toutes les dépenses en voyage, souligne Natasha McMillan. Sur 3 000 $ de dépenses à l'étranger, cela représente environ 75 $ de plus. Les assurances, notamment la couverture médicale d'urgence, varient aussi beaucoup d'une carte à l'autre et peuvent faire une réelle différence pour les voyageurs. Il est important de bien s'informer. La flexibilité des points constitue un autre facteur à considérer. Certaines cartes permettent de transférer les points vers des programmes de fidélité aériens ou hôteliers, ce qui peut augmenter leur valeur. Pour l'épicerie et l'essence, ce sont des catégories de dépenses particulièrement importantes pour les ménages. Les cartes spécialisées dans les dépenses alimentaires et énergétiques permettent de récupérer une part significative du budget, en hausse ces dernières années. Ici, la constance du taux compte plus qu'une prime de bienvenue ponctuelle. Le choix des experts. La carte American Express Or de la Banque Scotia offre 6 points Scène Plus par dollar chez certaines bannières comme IGA et Sobeys et 5 points dans les autres grandes chaînes. La carte permet également d'obtenir 3 points par dollar dépensé en essence. Natasha McMillan souligne que cette carte, souvent perçue comme un produit voyage, est l'une des plus avantageuses au Canada pour les dépenses quotidiennes, à condition de faire ses courses dans les commerces admissibles. Les points Scène Plus sont utilisables pour les voyages, les remises en argent ou au cinéma. La carte Select remise simple d'American Express offre quant à elle 4 % de remise en argent sur l'essence et l'épicerie et 2 % sur les autres dépenses. Combiner sa carte de crédit avec un programme de fidélité comme Journie pour les stations-service et la CIBC Dividende Visa Infinite peut générer des rabais supplémentaires, souligne Marie-Ève Leclerc. Pour ceux qui recherchent de la flexibilité, la Tangerine World Mastercard propose 13 catégories de dépenses et permet de choisir 2 d'entre elles pour obtenir une remise de 2 %. Les critères à surveiller. Au-delà du taux de remise affiché, il faut vérifier les plafonds de dépenses par catégorie. Certaines cartes limitent les avantages bonifiés à un montant annuel au-delà duquel le taux ordinaire s'applique. La fréquence et le lieu d'achat sont aussi déterminants. Une remise de 6 % chez IGA ne vaut rien si l'on ne s'y rend qu'à l'occasion. Une stratégie payante. Utilisez une carte qui bonifie les achats à l'épicerie pour acheter des cartes cadeaux de station-service. Celles-ci rapporteront plus de points qu'un achat effectué à la pompe. 4 astuces pour maximiser vos avantages. Alignez la carte sur ses habitudes réelles. Avant de choisir, analysez vos postes de dépenses des 3 derniers mois. Une bonification sur les restaurants n'a de valeur que si vous y allez souvent. Profitez des primes de bienvenue au bon moment. Ces primes, qui peuvent atteindre 250 $ ou 300 $ sont particulièrement rentables lorsqu'une dépense importante est prévue. Rénovation, voyage, nouvel appareil électroménager, etc. Payer son solde chaque mois sans exception. Les cartes à remise élevée affichent souvent des taux d'intérêt supérieurs à la moyenne. Si le solde n'est pas remboursé intégralement, les intérêts vont rapidement annuler les avantages accumulés. Réévaluer ses choix périodiquement. Les habitudes de consommation changent. Une carte optimale aujourd'hui peut ne plus l'être dans un an. Les outils de comparaison comme ceux de ratehub.ca et de Milsopedia vont permettre de faire les choix les plus pertinents. C'était les cartes de crédit qui rapportent vraiment.
Un texte de Sylvie Lemieux paru le 18 juin 2026 dans Bel Âge. La mort devant soi, une chronique de Félix Morin, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Il y a ce petit meuble dans le salon de mes parents. Dès que je rentre, juste derrière le chat qui se réveille pour se faire flatter, je le vois. Exempt de poussière, entretenu avec amour et minutieusement mis en évidence, ce meuble est là pour mettre en valeur. J'y vois sur le dessus et à la vue de toutes et tous, comme pièce maîtresse, 2 photos. À droite, celle d'un oncle adoré de toute notre famille, vivant à l'étranger et décédé trop tôt et trop loin de nous. À gauche, l'image du fils de ma blonde, premier petit enfant de la famille et vivant à Montréal, immortalisé sur pellicule par un photographe scolaire. La même image qui est dans mon portefeuille. C'est sur ce meuble que ces 2 êtres, qui ne se sont malheureusement jamais rencontrés, se côtoient. Ils sont là à habiter une absence absolument différente. Accompagnés jusqu'au bout. À quelle distance se tient-on de la mort? Est la question qui ouvre le premier essai de la poète et romancière Mélanie Noël, La mort des autres. Usant de sa plume de journaliste, elle nous raconte son expérience de bénévole dans une maison de soins palliatifs. Voulant chercher à rendre service à sa communauté, elle a poussé les portes de la maison pour y faire du bénévolat. Si elle a donné aux résidentes et aux résidents, elle y a aussi reçu. En effet, c'est la peur de mourir avant d'en avoir compris le sens qui l'a menée entre ses murs. Il faut dire que l'inquiétude vis-à-vis de la mort chez elle vient de loin. La faucheuse la hante depuis longtemps. À 20 ans, un homme ivre qui passait sur un pont en même temps qu'elle l'a prise dans ses bras et l'a suspendue au-dessus du vide. J'y comprends alors que ce livre est une manière pour elle de confronter une crainte et de se désarmer face à une adversaire qui n'en est peut-être pas une. Au fil des pages, le lecteur déambule avec elle au cœur de ce lieu qui accueille autant les personnes malades que leurs proches. Porté par les observations de cette poète, j'ai appris sur la fin de vie, sur ce qu'est un corps en fin de vie, et j'ai compris que son inquiétude vis-à-vis de la mort allait au-delà de sa propre vie. Mon désir d'apprivoiser la mort pour survivre au deuil à venir m'a conduite à la maison, mais aussi ma volonté de m'inspirer des gens qui savent mourir avec le sourire. Sachant très bien que la mort à laquelle je suis exposé à la maison de soins palliatifs est possiblement une des plus douces que l'on puisse vivre. Si on doit mourir, c'est ce que je souhaite à chacun, vivre une douce mort. Mourir loin des regards. Dans la solitude des mourants, suivi de Vieillir et mourir, datant de 1982 et récemment réédité en format de poche chez Flammarion, Norbert Elias décrit comment nous avons peu à peu retiré les mourants de nos regards. Ce sociologue, dans cet ouvrage court et limpide, se questionne moins sur la mort que sur ce que socialement nous faisons des gens aimés quand ils sont au seuil du trépas. Le fait que l'agonie et la mort sont reléguées le plus loin possible, hors de la vie sociale, que l'agonie donc est masquée, particulièrement aux yeux des enfants, est étroitement liée, de nos jours, à la gêne singulière que les vivants éprouvent en présence d'un mourant. Cette gêne, qui apparaît aussi dans le livre de Mélanie Noël, atteste de quelque chose qui devrait nous interpeller. Même si l'auteur de La Société de cour mentionne avec précision que les mourants qui terminaient leur vie auprès de leur famille pouvaient vivre parfois de la négligence ou de la violence, il nous en rappelle le coup. Jamais la mort n'a été aussi discrète,
aussi hygiénique qu'elle l'est aujourd'hui, et jamais aussi solitaire. Cette solitude que tentent de briser les bénévoles de la maison dans le livre de Mélanie est peut-être recherchée par le mourant. J'ai appris dans son livre que des personnes, lorsqu'elles savent qu'elles vont mourir, ont tendance à se retirer du monde. Par contre, comme nous pouvons le lire dans les 2 livres, d'autres sont seuls sans l'avoir désiré. Elias le dit bien dans la conférence « Vieillir et mourir » qui accompagne et éclaire le livre. Dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital moderne, les mourants reçoivent des soins qui sont le dernier cri des connaissances biophysiques spécialisées, mais c'est souvent en pleine neutralité émotionnelle. Il leur arrive de mourir dans un isolement total. Pour une dernière fois, si cette phrase d'Elias est dure, je ne pense pas qu'il faut mettre la faute sur le corps médical. Plusieurs histoires dans la mort des autres l'attestent. Ce sont les vivants, familles ou amis, qui ne se présentent pas parfois devant les mourants et les morts. Il y a plusieurs raisons. Il n'est pas question ici de juger. Cependant, si, comme le dit Elias, la mort est un problème de vivants, j'aurais le goût d'y ajouter « et nos morts sont notre responsabilité ». Cet oncle, mort en Suisse, est venu quelques mois avant de nous quitter pour nous voir une ultime fois. Il est la première personne que j'ai saluée en sachant absolument que je n'allais pas le revoir. J'ai pleuré sur la route du retour. Malgré le fait que ma mémoire se sature peu à peu, j'essaye de garder vivace le souvenir de notre ultime poignée de main et l'odeur de son cigare. Quand je vois sa photo aux côtés de celle de cet enfant qui prend une place si précieuse dans ma vie, je vois cette ligne de vie qui fait passer de la cour d'école au souvenir de famille. Ce meuble est pour moi ce lieu où je retrouve un homme que j'admire et un enfant qui m'apprend l'essentiel. JM me dirait certainement d'en profiter parce que la vie est courte et de déposer mes livres. J'y arrive de plus en plus. Je regrette simplement aujourd'hui de ne pas pouvoir lui dire que, grâce à lui, je ne crains pas la mort. J'ai peur de ce que je vais faire du temps qui la précède. C'était La mort devant soi, une chronique de Félix Morin, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.